lutte contre la pauvreté dans les locaux du CPAS de Soweto qui nous accueille en ce samedi. Et nous avons, avec Paco, Thomas et Pierrot, l'honneur de rencontrer Alain Vassen, le directeur général de la Fédération des CPAS Wallons, qui accepte de se plier à notre petit exercice de 5 questions autour du droit à l'aisance, la sécurité sociale, les revenus. Bonjour Alain. Bonjour et bienvenue, je dirais pas chez moi, mais en tout cas au CPS de Soweto. Ça me fait très très plaisir d'être avec vous. Merci pour cette démarche que je trouve vraiment, vraiment intéressante. Alors, selon vous, que veut dire accéder au droit à l'aisance ? Alors, d'abord, je trouve que la formule est positive, parce que souvent, quand on parle de précarité, on parle beaucoup de seuil de pauvreté, et donc ça fait passer quelque part l'idée d'un minimum. Qu'est-ce qu'il faut au minimum pour vivre? Qu'est-ce qu'il faut au minimum pour s'en sortir? Ici, dans le droit à l'aisance, le terme aisance fait allusion à, je dirais pas dire un maximum, mais quelque chose qui n'est pas en tout cas un minimum vital, mais quelque chose de plus, de mieux. Et donc, il y a une dimension positive autour de ces dimensions, de ce terme aisance, moi, qui me plaît. Et dans la formulation aussi, ce que je trouve intéressant, c'est le terme droit. Parce que j'ai la conception et moi j'ai la vision que finalement mener une vie dans le bien, dans le bien-être, ce que fait allusion, ce à quoi renvoie le terme aisance, est un droit fondamental pour les personnes. Venir par exemple au CPAS, je le dis souvent, ça ne relève pas de la charité, ça ne relève pas de la bienveillance, ou en tout cas pas que ça, mais c'est un droit fondamental des personnes de venir frapper à notre porte et finalement de venir actionner toute une série de dispositifs et d'aides auxquels ils ont droit pour vivre bien. Donc voilà, donc moi je trouve ça très positif parce que aisance, voilà, c'est positif, ce n'est pas minimum, c'est un mieux, et le droit, ça renvoie à quelque chose qui selon moi est fondamental et dans l'ordre des choses et de l'ordre, je dirais, du naturel, ou plutôt de ce qui devrait être naturel aujourd'hui, mais qui n'est évidemment malheureusement pas toujours. Ok, bien répondu. Qu'est-ce qui permet dans la sécurité sociale d'atteindre le droit à l'aisance ? Ce qui permet à la sécurité sociale d'atteindre le droit à l'aisance, je dirais que d'abord il faut être très fier de notre sécurité sociale. Il faut le rester. C'est quelque chose qui est très important. On a observé depuis quelques années, et ça n'échappe à personne, qu'on a une forme de démantèlement de certains éléments de la sécurité sociale. Et c'est triste et c'est dommage parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quand on démantèle quelque chose qui touche à la solidarité et à l'aide aux personnes, on ne fait finalement que transférer le problème ailleurs. Et ici, vous êtes au CPS de Soweto, il y en a 261 autres en Wallonie. C'est une des institutions sur laquelle, je dirais, ça retombe. Donc, ce qu'on démantèle ou qu'on diminue ou qu'on fragilise d'un côté, on ne fait que finalement que fragiliser aussi et reporter sur d'autres la problématique. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le transfert de charge. C'est malheureusement connu depuis maintenant quelques années. Donc, moi, par rapport à votre question, ce que je dirais, c'est qu'il faut revenir vraiment à une restauration de l'ensemble des dispositifs de sécurité sociale tels qu'ils avaient été imaginés, pour justement éviter que finalement, on ne transfère vers d'autres institutions le problème et donc les personnes. Juste peut-être quelque chose, je ne sais pas si quelqu'un comme Édouard Delruel l'a dit, à mon avis, il aurait pu le dire. Il faut quand même se rappeler d'où vient la sécurité sociale. Pourquoi est-ce que ça a été créé ? Ce n'était pas un système qui était là pour aider les personnes en réparation d'une faute individuelle ou d'une responsabilité individuelle ou un problème de trajectoire personnelle pour lesquels la personne serait fautive. L'idée, c'était de créer un système collectif, de responsabilité collective pour accompagner les personnes qui sont exclues du système. C'est ça en fait, Et ça on l'a souvent oublié, et il faut vraiment restaurer, je pense, en termes de communication et de sensibilisation, les fondements de la sécurité sociale. Pourquoi est-ce que ça a été créé ? Pour moi, la sécurité sociale, en conclusion, ça fait partie, elle est consubstantielle à une société. On ne peut pas imaginer une société sans sécurité, on ne peut pas imaginer une société sans cohésion sociale, et donc sans sécurité sociale. Voilà. Qu'améliorerez-vous dans la sécurité sociale pour atteindre le droit à l'aisance ?
En fait, j'ai répondu, vous disiez, j'ai répondu à cette question-là finalement en répondant à la précédente. Pour améliorer la sécurité sociale, il faut restaurer à plat les droits, je dirais, centraux qui relèvent du fédéral et qui relèvent des piliers initiaux de la sécurité sociale. Donc, par exemple, en termes de soins de santé, ça c'est un bel exemple. On s'aperçoit qu'en termes de soins de santé, on a, je dirais, démantelé une série de choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, au niveau des CPS, on doit venir quelque part, entre guillemets, compenser la chose. Alors, entendons-nous bien, on est là pour ça. C'est pour ça que les CPS ont été créés. C'est leur mission première. Mais en même temps, dans la loi organique qui régit notre institution, il est clairement marqué que nous sommes ce qu'on appelle résiduaires. Alors pour bien se comprendre, c'est quoi résiduaire? Ça veut dire qu'on intervient comme dernier maillon dans la solidarité, dans cette chaîne, comme dernier filet. Je n'aime pas le terme filet d'ailleurs au passage, parce qu'un filet évoque que on puisse être pris dedans et que c'est difficile de s'en sortir. Donc je préfère trampoline où on peut rebondir que le terme filet, mais on se comprend. Donc c'est ce dernier rempart qui a été organisé par la société pour aider les personnes et ne pas les laisser au bord du chemin. Mais ça ne peut évidemment fonctionner à plein que si tout ce qu'il y a en amont fonctionne. Et tous les opérateurs, quels qu'ils soient, en ce compris donc la sécurité sociale, jouent pleinement son rôle pour ne pas que les personnes échouent, je dirais, de façon injuste chez nous. Voilà. Donc ça c'est important. Donc je pense qu'il faut recentraliser toute une série de choses, notamment sur la question des soins de santé. C'est important. Pour la question de l'emploi, il faut savoir que toutes les réformes des allocations de chômage, quelles qu'elles soient, génèrent des exclusions, génèrent des sanctions et ont un impact chez nous. C'est-à-dire qu'on estime, sans rentrer trop dans les détails, que 20 ou 30% des personnes qui sont exclues du chômage ou qui sont sanctionnées arrivent chez nous. Pour le reste, elles trouvent un chemin, comme elles peuvent, dans l'insertion professionnelle, elles trouvent un boulot. Et une partie arrive nulle part. Ça, c'est encore plus inquiétant. Ils sortent des radars, comme ça. Et c'est là qu'on a le sans-abrisme, c'est là qu'on a les circuits parallèles, c'est là qu'on a la débrouille, c'est là qu'on a la solidarité intrafamiliale, mais qu'il y a une limite, à un moment donné, quand tout ça ne marche plus, on arrive au CPS. Donc voilà, c'est mon message, c'est vraiment reconstruire ce qu'on a déconstruit depuis maintenant une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, ça fait peser sur tous les maillons de la chaîne en aval une responsabilité qui ne devrait pas être. Donc on ne fait que déplacer à nouveau le problème. Quels sont les liens entre le droit à l'aisance et les revenus? Qu'y a-t-il à faire évoluer à votre avis? Et pour tous les revenus? Alors, la question du droit à l'aisance et des revenus, donc d'abord, on a en Belgique finalement un paradoxe selon lequel on a un système d'aide sociale, tout confondu, qui est réputé coûteux, parce que j'entends souvent que le social coûte cher. On ne dit jamais ce que ça rapporte. Bon, mais on dit que ça coûte cher. Paradoxalement, alors que ce système d'aide sociale est réputé coûter cher, il maintient quand même les personnes dans un niveau de malaisance, justement, pour reprendre ce terme-là, ou de non-aisance, alors qu'il suffirait, entre guillemets, je pense que ce sont des choix politiques, c'est clair qu'il y a des budgets qui sont derrière, je vais en parler d'ailleurs, mais il suffirait de remonter, je dirais, certains niveaux de revenus pour passer ce fameux seuil. Oublions d'ailleurs le terme seuil, puisqu'on est justement dans quelque chose de plus positif, quand on parle d'aisance, on n'est pas dans un minimum, mais enfin on se comprend. Donc de passer cette limite, au-delà de laquelle les personnes peuvent retrouver un peu d'air et retrouver justement de l'aisance. Et donc je pense qu'il faut remonter très clairement, et ça c'est une revendication historique que la Fédération des CPS a depuis des années, et je pense que beaucoup de gens ont enclenché aussi cette même revendication, remonter à ce fameux seuil de pauvreté de 1139 € et de 2342 € pour une famille avec 2 enfants, les allocations sociales des CPS, les allocations de chômage et les pensions. Au niveau du fédéral, droit à aisance et revenus, donc c'est de remonter au-dessus d'un certain montant, donc ne parlons plus de seuil, au-dessus d'un certain montant, le montant des allocations sociales, CPS, allocations de chômage et pensions. Alors on nous dit, oui, bon, tout ça est cher, tout ça est impayable. On a estimé, grosso modo, sur les trois volets,
ça coûte plus ou moins 12 milliards. Alors c'est clair que c'est budgétivore, comme on dit, mais en même temps, je pense qu'en termes de priorité politique, quand on regarde ça par rapport à l'ensemble d'un budget fédéral, ça pourrait quand même être envisagé. Donc remonter ces allocations, toutes ces allocations au-dessus d'un certain niveau, concomitamment, évidemment, augmenter les bas salaires, parce que si vous ne le faites pas concomitamment, ben, vous avez ce qu'on appelle les pièges à l'emploi. Pour le faire court, on dira finalement les personnes qui sont dans les systèmes d'aide sociale n'ont pas beaucoup d'intérêt à aller travailler puisque en allant travailler, ils n'ont pas beaucoup plus. C'est ce que... Oui, sauf que c'est bien de travailler, enfin, je veux dire, c'est... Ah ça... Allez, je sais pas bien l'expliquer, Valorisant. mais on a besoin de travailler, c'est rencontrer aussi les gens. Oui, pardon. C'est pas que le gagne-pain, hein, travailler. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Quand j'entends d'ailleurs, je fais une parenthèse par rapport à ce que vous dites, que je rejoins complètement. Quand j'entends des personnes dire oui, mais de toute façon, effectivement, j'ai 100 ou 200 euros de plus si je vais travailler, donc je ne travaille pas. C'est effectivement, et ce n'est pas du tout un jugement que je porte, hein, c'est effectivement faire abstraction de ce que le travail peut apporter en termes de valorisation personnelle, de but. Combien de personnes n'entends-je pas dire « je me lève le matin, je n'ai pas de but hein, je n'ai rien à faire hein. ». Donc c'est triste. Hein. L'isolement, donc d'être seul chez soi. Le fait d'avoir quelque part un sens dans sa vie, de se lever le matin pour quelque chose et de se dire « j'ai une utilité ». Le fait de rencontrer des personnes, ce qui va avec, c'est évidemment la question des loisirs, des sorties, etc. Et donc effectivement, je pense que cette question des pièges à l'emploi prise uniquement sous l'angle financier évacue tout ce que vous dites et fait en sorte que plus tard, moi c'est je dirais l'expérience personnelle que j'ai eue autour de moi, plus tard en général on le regrette, ce calcul-là. C'est ce que je pense. Mais il n'en demeure pas moins, pour revenir au cœur du sujet, que si on augmente les allocations sociales sans augmenter les bas salaires, on a quand même cette différence de revenus qui n'est pas suffisante et qui, pour certaines personnes, malheureusement, font qu'elles se disent, ben voilà pourquoi finalement aller travailler. Il y a un autre problème qui se pose, c'est que si les cotisations sociales augmentent, même sans les augmenter, mais que le salaire n'est pas assez élevé, c'est que rien que le fait d'aller travailler va augmenter les charges qu'on va avoir et qu'au final, on va travailler, mais on va gagner encore moins qu'avant et on aura encore plus de mal à boucler le mois. Oui. Ça touche aussi à un autre élément qui est, et on l'entend de plus en plus souvent, le phénomène de taxation. Effectivement, on a pour l'instant un mécanisme de taxation en Belgique qui taxe surtout le travail. Et donc, effectivement, travailler coûte cher. Non seulement pour les trajets, pour les gardes d'enfants, etc., tout ce qui va avec en termes d'organisation, mais aussi par rapport aux taxes, comme vous dites. Et c'est pour ça que je pense qu'une vraie réflexion, et on l'entend de plus en plus, doit être menée pour essayer de déplacer cette taxation du travail vers une taxation davantage sur le patrimoine et sur la fortune. Alors, je sais que c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement politique aussi, hein, évidemment. Je pense qu'il ne faut pas être binaire par rapport à ça et dire qu'il faut aller de l'un à l'autre. Il faut une progressivité, il faut réfléchir, il faut éviter les conséquences et les effets pervers de ce mouvement, comme par exemple, on l'entend souvent, la fuite des capitaux. Donc voilà, tout ça doit être bien pesé, mais en même temps, je pense qu'on ne fera pas l'économie de cette réflexion-là aussi. Voilà sur la question, moi je dirais des revenus. Alors, les enjeux climatiques et environnementaux sont immenses. Pensez-vous que des solutions sociales puissent être au service de la résolution de ces enjeux, tout en étant au service du droit à l'aisance ? Social et climat. Vous avez compris la question ? Oui. Mais effectivement, c'est une question qui n'est pas forcément simple, non pas à comprendre, mais en tout cas à appréhender dans les solutions. Moi, ce que je vous dirais, ce qui vient spontanément comme ça en tête, c'est que on sous-estime le potentiel des personnes fragilisées, on va dire ça comme ça, à faire partie de la solution pour les enjeux climatiques. Je m'explique.
On dit souvent que les personnes qui habitent dans des logements, les logements sociaux, des logements vétustes, habitent dans des passoires énergétiques. Pas toutes, évidemment, il ne faut pas généraliser, mais ça peut arriver. Pourquoi ? Parce que les systèmes de chauffage peuvent être un peu vétustes, les fenêtres sont mal isolées, etc., etc. Il y a des trous. Ce n'est évidemment pas de leur faute, hein, c'est parce que investir là-dedans coûte extrêmement cher. Mais donc, si on en arrivait à orienter davantage, notamment les primes régionales, pour tout ce qui est performance énergétique des bâtiments, c'est un exemple parmi d'autres, on parle de climat, vers justement les personnes qui sont les plus fragilisées, on pourrait agir là aussi. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que finalement, la plupart des primes pour la performance énergétique des bâtiments et pour avoir un meilleur impact, une meilleure empreinte environnementale, sont surtout destinées, entre guillemets, à ce qu'on appelle la classe moyenne, je n'aime pas le terme, mais bon, on se comprend, et exclut les extrêmes. Ça exclut les extrêmes. Or, c'est dans les extrêmes que parfois on a des passoires énergétiques. Bon, je n'aime pas le terme non plus, mais c'est pour bien se comprendre. Et donc, je pense qu'un des enjeux par rapport à l'aisance, par rapport au social et par rapport au climat, c'est de tenir compte de ces extrêmes dans l'octroi de toutes les primes énergie et de considérer que ces extrêmes peuvent faire partie de la solution. Autre chose qui me vient spontanément en tête, c'est que quand on parle de climat, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions ou de mesures politiques qui sont prises dans le sens d'une taxation pour les pollueurs, pour faire simple. Hein, éco-bonus, malus, etc., etc. Mais, ou alors des primes, si on renverse la logique, des primes par exemple pour des voitures hybrides électriques, etc. Mais qui sait se payer des voitures hybrides électriques, etc. Hein, bon, à nouveau, on est dans le même truc. On vise la classe moyenne, voire même supérieure de la courbe, hein, et on évacue les extrêmes. Et donc on en arrive à un système où les personnes elles sont en fait doublement pénalisées. D'abord, elles ne peuvent pas se payer ce dont elles ont envie ou besoin, etc., dans ces nouvelles technologies, voitures, etc., etc. Et en plus, on les taxe parce qu'elles roulent ou sont réputées rouler avec des tacos qui polluent. Et là aussi, à nouveau, il y a une vraie réflexion à mener sur comment les intégrer, quand je dis les extrêmes, on se comprend vraiment, hein, intégrer ces extrêmes dans les politiques, finalement, d'incitation à la préservation de l'environnement, que ce soit les voitures, les rejets, etc., etc. C'est un enjeu qui est énorme et qui est compliqué. Hein. Mais vous parliez de primes. Les primes, l'ennui avec les primes, c'est qu'on les reçoit souvent après. Moi, je ne sais pas faire de travaux, par exemple, si je n'ai pas la prime avant. Donc ça ne sert à rien. Oui. C'est tout. Non, oui, tout à fait, oui. Mais ça c'est un bel exemple. Parce que ça montre quoi ? Ça montre que pour lutter contre la pauvreté, et c'est le jour où il faut en parler, évidemment, on a toujours l'impression qu'il faut des mesures fortes, avec beaucoup de budget, etc. Et effectivement, c'est en partie le cas. Un bel exemple, ce sont les logements sociaux, qu'on appelle maintenant les logements d'utilité publique. Si on voulait répondre à la demande, au-delà de la révision des critères d'attribution des logements, il faudrait une politique massive d'investissement, et ça coûte très cher. Mais à côté de ça, il y a toute une série de petites mesures qui sont des mesurettes, qui sont en fait des réglages administratifs dans les textes et la façon d'appliquer certaines choses. Et ça, c'est un bel exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas modifier dans l'octroi des primes le dispositif administratif qui fera en sorte que plutôt effectivement d'attendre la charge de la preuve et des factures pour payer, on paie un acompte pour que les personnes puissent commencer à investir, et c'est sur base de la suite qu'on paie anticipativement les factures pour les honorer. En gros, on fait des avances. Je pense que a priori, l'administration n'a pas de problème de trésorerie. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer ça ? Donc ça, oui, c'est un bel exemple qui montre que c'est en réglant en fait un petit point dans un texte qu'on peut déverrouiller une situation et ça ne coûte rien en fait. Hein. Je prendrai un autre exemple aussi qui me vient en tête. Il y a eu la réforme il n'y a pas longtemps du bail locatif. En matière de logement, c'est quelque chose d'important. Vous me parliez tout à l'heure en aparté de tout ce qu'on demandait aux personnes dans les CPS ou ailleurs, les extraits de compte, etc. On sait qu'en matière de logement, quand une personne veut
louer un logement privé, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on demande des garanties locatives, ce qu'on appelait avant des cautions. Il faut y aller pour payer 2-3 mois. Hein, c'est 2-3 mois de caution, plus son premier loyer, puis éventuellement quelques meubles, etc. On demande qu'elle puisse prouver certains niveaux de salaire, etc., etc. À nouveau, je ne sais pas si ça peut être réglé par ça, mais pourquoi ne pas modifier dans les textes ces dispositions-là pour contraindre, entre guillemets, les propriétaires à ne pas demander ça? Et donc, c'est une disposition de type administrative qui fera en sorte qu'on n'obligerait plus les personnes à devoir absolument prouver qu'elles ont un salaire tchic, elles ont un salaire tchèque, et ça peut être coulé dans un texte, pourquoi pas. Alors maintenant, on ne va pas être naïf, ce n'est pas pour cette raison-là que ça va débloquer tout. Le propriétaire que vous avez en face de vous, il va peut-être voir au travers d'un jugement hâtif, subjectif, la personne, la façon dont elle se présente, elle est habillée, voilà, etc. Mais il y aura encore des discriminations. Hein. Il y aura encore des discriminations, mais en tout cas, c'est à nouveau un facteur qui pourrait être gommé, en partie en tout cas, par l'application d'une forme de secret qui serait coulée, en l'occurrence dans une réforme des baux locatifs, par exemple. Oui. Donc tout ça pour dire qu'à mon avis, on pourrait multiplier ces micro-exemples qui font qu'on déverrouillerait toute une série de choses. On permettrait aux personnes d'avoir accès à certains droits et donc une certaine aisance, uniquement par modification de texte, sans avoir des budgets colossaux, sans que ça ne coûte trop cher. Pas tout le temps, c'est aussi une solution. Parce que chaque fois qu'on change de propriétaire, on ne récupère pas toujours, parce qu'ils ne sont pas toujours honnêtes, il faut bien le dire. Enfin voilà, oui. Pour le bail. C'est une bonne idée. Maintenant, il y aura quand même toujours une première fois. Oui, bien sûr. Donc, je vous dis, c'est déjà plus facile et on ne doit plus penser à ça chaque fois qu'on déménage. Hein. Oui, tout à fait. Et nous, à l'époque, on s'était battu. Dans l'ancien accord du gouvernement, il y avait ce projet de fonds de garantie locative au niveau régional. Pour toute une série de raisons techniques, il n'a pas su être mis en place. On trouvait que le mécanisme d'un point de vue financier et budgétaire était intenable. Ils l'ont remplacé ici par un prêt à taux zéro. Voilà, nous on pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aider les personnes à payer les garanties locatives. Au niveau du CPS, c'est une disposition qu'on a. On aide les personnes, il y a différentes manières d'aider. Soit on met l'argent sur un compte, soit on se porte garant, avec ou pas remboursement. Enfin voilà, il y a des dispositions qui existent, mais à nouveau, la difficulté, je ne vous le cache pas, c'est que ce sont des choses qui viennent sur fonds propres, sur budget propre des CPS, donc ça coûte. Or, vu l'importance de rendre l'accès au logement privé plus facile, je pense qu'il faut une responsabilité régionale avec un fonds régional, en tout cas une intervention qui soit régionale et qui ne soit pas à la charge des CPS et donc en partie des communes. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Vassen, en tout cas, pour toutes ces réponses et pour toutes ces réflexions, mais aussi pour les pistes à travailler à l'avenir. Donc, je ne doute pas que vous continuerez à travailler avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté dans cette voie-là. Merci. Merci à vous.